j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Dissolution. Pour la 6e fois dans l'histoire de la Ve République, un président appelle à de nouvelles élections législatives en cours de mandat. Pourquoi cette décision ? Nous venons là déchirer l'hypocrisie et les malentendus qui étaient à l'œuvre. J'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé. Les Français, mais pas que. À l'Élysée, le scénario d'une dissolution mûrit depuis des semaines, y compris au sein d'un petit groupe de conseillers à l'influence grandissante. Plongé dans les coulisses d'un pari politique inédit et risqué. Ok. Cette idée de la dissolution, c'est quelque chose qui est en germe depuis le premier jour du quinquennat, depuis que l'Assemblée nationale a donné seulement une majorité relative à Emmanuel Macron. Beaucoup plaidaient plutôt pour une dissolution à l'automne, au moment des débats sur le budget, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement risquait d'être mis en minorité, en tout cas qu'une motion de censure soit votée par les oppositions à l'Assemblée nationale sur le budget. Sauf que là, en fait, Emmanuel Macron a pris un peu tout le monde de court et le dimanche après-midi a pris cette décision choc de dissoudre dès le soir de l'élection européenne, qui est quand même du jamais vu, ce qu'on n'a jamais vu. Une dissolution s'est passée dans la foulée d'une élection, d'une défaite électorale, et il a vraiment pris tout le monde de court dans son entourage, au sein du gouvernement et jusqu'au Premier ministre. Après cette défaite vraiment cuisante de la majorité aux élections européennes, Emmanuel Macron se doit de réagir. Il doit avoir une initiative politique. Il ne lui reste que 3 ans de mandat présidentiel, et donc il ne peut pas rester quelque part les bras ballants parce qu'il sait que là va s'ouvrir une nouvelle séquence, celle de sa succession. Et donc il va y avoir Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, d'autres potentiellement qui vont commencer à contester son autorité. Et donc lui, par ce coup de théâtre, quelque part, leur coupe l'herbe sous le pied et les empêche de sortir du bois et au contraire les oblige à une forme d'union derrière lui en agitant à nouveau la peur de l'extrême droite, aussi maintenant la peur de ce qu'il appelle l'extrême gauche et donc d'enclencher, on va dire, une nouvelle séquence dans laquelle il est encore maître du jeu pour quelque temps. Cette hypothèse de la dissolution, elle est travaillée évidemment dans le plus grand secret parce que c'est quelque chose qui ne doit pas fuiter, sinon évidemment son effet politique disparaît. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui décide seul. Donc évidemment, il y a des gens qui le conseillent, évidemment, il va consulter les uns et les autres, ses conseillers, des ministres, des élus, des gens extérieurs même parfois à l'écosystème politique, mais à la fin, c'est lui qui décide. Donc cette décision de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est vraiment la sienne. Et ensuite, il est apparu qu'il y a une petite bande de conseillers qui, quelque part, a cherché à endosser l'idée de cette dissolution, qui en tout cas a laissé entendre qu'ils étaient derrière cette idée-là. Il y a notamment Bruno Roger-Petit, qui est conseiller mémoire d'Emmanuel Macron depuis 2018. Il y a également Jonathan Gamas, qui est son ancienne plume, qui écrivait ses discours, qui aujourd'hui est devenu conseiller spécial en charge de sa communication et de sa stratégie. Il y a son ancien conseiller spécial, Clément Leonarduzzi, qui lui maintenant travaille chez Publicis en tant que communicant. Et il y a enfin Pierre Charon, qui est un ancien sénateur Les Républicains, qui a été proche de Nicolas Sarkozy. Et donc ces hommes-là, on les retrouve dans cette décision de la dissolution, et une fois la décision annoncée, ils se sont répandus dans la presse, dans des offs, avec parfois une espèce de confiance en eux assez frappante, où ils nous racontaient quelque part que voilà, cette décision était une stratégie mûrement réfléchie depuis des mois et que c'était un petit cénacle qui avait vraiment mûri ça, cette bande qui est souvent résumée comme étant la bande des mousquetaires ou la bande de BRP, pour Bruno Roger-Petit, essaye d'influencer, on va dire, le quinquennat d'Emmanuel Macron, le déroulé de son action, dans un sens particulier, qui est fait de coups politiques. C'est là le jeu qui se joue en coulisses, où chacun est persuadé d'avoir la bonne réponse. Et en tout cas, aujourd'hui, ceux qui sont aux côtés, c'est clairement la bande ABRP. Dans cette bande, Bruno Roger-Petit, effectivement, il a une place un peu à part. En fait, c'est un compagnon de route d'Emmanuel Macron depuis sa campagne présidentielle de 2017. À l'origine, Bruno Roger-Petit était son porte-parole, parce que c'est un ancien journaliste, donc, qui a travaillé longtemps à France Télévisions, puis à Challenge. Il a vu très vite son étoile pâlir, parce qu'il a eu à gérer l'affaire Benalla en tant que porte-parole, et il est resté le souvenir d'une vidéo
assez malencontreuse, en tout cas assez ratée. Il a été immédiatement convoqué par le directeur de cabinet du président qui lui a notifié une sanction disciplinaire. Il vit quelques mois de traversée du désert et petit à petit, il a réussi à remonter la pente. Il a réussi en fait à créer une petite bande autour de lui qu'il a réunie dans des dîners qu'il appelle les dîners Charras, du nom de Michel Charras, ancien ministre de François Mitterrand, qui était son conseiller et son gardien des secrets. Et en fait, Bruno-Roger Petit vit aussi dans l'idée qu'il pourrait être le Charras d'Emmanuel Macron. Et donc, il a réussi à fédérer autour de lui une petite bande de gens qui aiment la politique à l'ancienne. Dans ces dîners Charras, le but c'était aussi de recevoir. Il recevait des personnalités extérieures à la Macronie, des élus, des députés, des intellectuels aussi. Et avec eux, ils essayaient à la fois de capter l'humeur de la société, mais aussi trouver les voies et moyens pour élargir la base d'Emmanuel Macron. Bruno-Roger Petit, lui, vient de la gauche. C'est à l'origine, il se revendique comme mitterrandien, mais il est fasciné par le folklore de l'extrême droite, par son histoire, par ce courant. Et Bruno-Roger Petit est dans l'idée qu'il fallait trianguler avec la droite. Trianguler, ça veut dire en gros venir sur le terrain de l'adversaire en épousant parfois ses thèmes, ses références, ses grandes figures. Il était très favorable au fait qu'Emmanuel Macron réalise une grande interview à Valeurs Actuelles, un magazine d'extrême droite, sur les thèmes de l'immigration et l'islam, ça c'était en 2019. Il a déjeuné avec Marion Maréchal pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle avait dans la tête, qu'est-ce qui se passait au sein de l'extrême droite avec la famille Le Pen. Il entretient toujours une relation assez nourrie avec la chaîne CNews de Vincent Bolloré, qui pareil est quand même très proche de l'extrême droite. Si cette fracturation s'opère à la face de la France, dans ce qui est aujourd'hui la droite, alors là, Emmanuel Macron aura réussi son coup. Son coup, c'est pas de faire exploser les Républicains. Son coup, c'est de les fracturer. Ordre, ambition, respect. Donc là, on est clairement sur des marqueurs de droite. Ça conforte les stratèges de l'Élysée dans l'idée qu'il faut continuer à aller de ce côté-là, malgré la faiblesse du résultat de leur propre candidate aux élections européennes. Depuis dimanche soir, les masques tombent. Ce moment est celui de la clarification. On est plutôt dans le chaos, en fait, avec une droite extrême qui se réunit. Et on a vu Éric Ciotti qui a voulu faire alliance avec le RN, sauf que l'ensemble des cadres de LR ne le suivent pas. À gauche, il y a une union qui se fait, mais on ne sait pas à quel point elle va durer. Et surtout, en fait, on a l'impression que tous les codes politiques traditionnels sont complètement mis à bas. On ne sait plus, finalement, comment vont fonctionner ces institutions, parce qu'on s'avance éventuellement vers une cohabitation avec l'extrême droite, et ça va clairement tout remettre en cause.